Il a fallu mettre en place toute une infrastructure avant même de commencer la construction. Faire venir l'électricité pour le chantier, construire des routes et des voies ferrées depuis le sud de la Californie pour apporter les matériaux nécessaires et transporter les hommes. Frank Crowe était surnommé Hurry Up Crowe parce qu'il voulait que les choses aillent vite. Les 6 entreprises ont donc conclu une entente avec Frank Crowe selon laquelle, s'il réalisait ce projet dans le budget et le délai imparti, il recevrait une prime de 300 000 $ de l'époque, ce qui représente aujourd'hui 6,5 millions de dollars. Pour aller au plus vite, Frank Crowe allait avoir besoin de main-d'œuvre, de beaucoup de main-d'œuvre. Au plus fort du chantier, ce seront 5000 ouvriers provenant des 4 coins du continent nord-américain qui travailleront chaque jour dans des conditions inhumaines. Au début, près de 5000 personnes sont arrivées dans le sud du Nevada, sans nulle part où s'installer. Les gens vivaient dans des tentes au bord de la rivière. Cet endroit était surnommé Ragtown, la ville chiffon. Les ouvriers se sont installés là, certains pendant plus d'1 an en attendant d'être enfin recrutés et de pouvoir travailler. Les logements promis ont du retard. Et c'est dans un gigantesque bidonville que l'aventure commence. Mais l'été arrive, et avec lui des températures infernales. Cette année-là, 48 degrés à l'ombre. Ce n'est pas ce qui va freiner Frank Crowe dans son élan. Il lance la première phase. Il faut dévier le fleuve Colorado. Pour construire un barrage, il faut détourner le cours du fleuve. Pour pouvoir détourner le cours du fleuve, temporairement, il va falloir faire passer l'eau ailleurs que dans son lit habituel. La rivière doit être déplacée. Le but est d'assécher le site pour le chantier. La première étape du projet, la plus risquée, consistait à construire 4 tunnels de dérivation dans les parois du canyon. 17 mètres de diamètre de chaque côté de la rivière. La longueur totale de ces 4 tunnels est de 4,9 km. Le forage des tunnels débute en juin 1931. Il s'agit pour les ouvriers de creuser à la main et de déblayer en commençant par le bas. Très vite, la situation devient intolérable à cause de la chaleur de l'été. Un homme meurt tous les 2 jours. Dans les tunnels, vous avez le pire du pire. Plus de 48 degrés à l'intérieur. Et ça grimpait encore quand ils creusaient et dynamitaient les tunnels. Certains ont parlé de températures de 60 degrés. Puisqu'on est dans des tunnels qui sont peu aérés, plus on s'enfonce dans la pierre, plus on est loin des sources des ventilations naturelles d'air. Et donc, on a des températures très, très élevées. La ventilation était mauvaise et la chaleur extrême. Les véhicules étaient constamment en mouvement 24 heures sur 24. Il s'agissait de conditions de travail dangereuses et il y a eu de nombreux décès à l'époque, rien que durant la construction de ces tunnels. On invente des brigades de glace qui trempent leurs camarades dans des bains d'eau froide. Mais c'est insuffisant. Frank Crowe doit réagir, car les cadences sont trop lentes, malgré les 7 jours sur 7 et les 24 heures sur 24. Il invente alors une machine révolutionnaire, le jumbo perceur. Le jumbo était quelque chose de vraiment ingénieux. C'était un camion de 10 tonnes sur lequel on avait installé des plateformes. Elles étaient toutes équipées de 25 à 31 foreuses individuelles. Les ouvriers pouvaient tous monter en même temps sur ce camion et remonter les tunnels pour attaquer la roche. Et toutes ces foreuses pouvaient être utilisées en simultané pour creuser. Ils foraient des trous entre 1,5 mètre et 2,5 mètres de profondeur. Puis ils plaçaient dans chaque trou des bâtons de dynamite. 5 dans chaque trou, en faisant attention de ne pas les allumer. Interdit de fumer. Ce tunnelier géant permet une avancée spectaculaire. Au cours d'une période de 24 heures, 80 mètres de tunnels sont creusés. Le record fut de 2 km sur un mois, tant la cadence était folle. Au total, 1600 tonnes de dynamite ont explosé. Le gain de temps est considérable et les tunnels sont achevés avec 10 mois d'avance. Mais le coût humain est très élevé. Par manque d'air dans les galeries, les hommes hissés sur les jumbos meurent asphyxiés. Il y avait du monoxyde de carbone qui s'accumulait dans cet espace clos. Il y avait le bruit des explosions.
Vous aviez des éboulis qui pouvaient tomber du haut et qui pouvaient vous heurter. Même dans ces conditions de travail si difficiles, il y avait toujours un tas de gens qui faisaient la queue pour obtenir l'un de ces jobs. Ce que redoutent les ingénieurs pendant la construction des 4 tunnels de dérivation, les crues éclairs, provoquées par des pluies diluviennes aussi intenses qu'imprévisibles. La fluctuation du débit du fleuve couplée à l'étroitesse de la gorge du canyon rendent le risque élevé d'une remontée d'eau dans les tunnels. Tout le chantier est au même niveau que la rivière, ce qui explique en partie pourquoi le risque était si élevé en cas de crue. Il y a une sorte de saison des pluies qui a lieu surtout en été, avec des orages qui en fait sont extrêmement violents et extrêmement localisés. Et donc ça crée des flash floods, des crues éclairs. Heureusement, ils ont évité les énormes inondations du fleuve Colorado. Mais il y a quand même eu une crue qui a endommagé le chantier et causé un léger retard. En parallèle de la construction des 4 tunnels de dérivation, on commence à ériger des battards d'eau. Des barrages temporaires qui vont permettre de protéger le chantier et détourner la rivière dans les tunnels de dérivation. On va en construire un en amont pour contenir le flux et le diriger vers nos dérivations. Il y en a aussi un à l'aval, puisque quand l'eau va ressortir de la galerie, par exemple, il pourrait, en cas de crue, faire élever le niveau de l'eau dans la rivière et venir noyer la partie du chantier. Ils ont construit un pont sur le fleuve et à l'aide de gros camions, ils ont jeté des rochers dans la rivière. Des tonnes et des tonnes de roches. Jour après jour, semaine après semaine. Et l'eau a fini par s'accumuler contre ce barrage temporaire, prêt à s'écouler dans les tunnels. Le 14 novembre 1932, on fait exploser les portails d'entrée des tunnels situés en amont. L'eau du fleuve s'engouffre. Le cours naturel du Colorado est modifié. En 17 mois seulement, ces hommes avaient dompté le fleuve. Les ouvriers allaient pouvoir accéder au lit de la rivière et débuter les excavations pour ériger ce qui allait devenir le plus grand barrage au monde. Les ouvriers, déjà exténués après 1 an de travaux, souffrent physiquement et moralement, car la vie sur le chantier n'est pas seulement pénible le jour. Les maladies se propagent vite dans le campement. Là aussi, Frank Crowe doit réagir s'il veut garder sa main-d'œuvre. Durant ces 2 ou 3 premières années, c'était le chaos absolu autour du site. On va essayer de créer une ville pour accueillir ces ouvriers. Ils voulaient créer une ville moderne pour loger les travailleurs. Donc en plein désert, en haut de la colline, derrière le site du barrage, ils ont construit Boulder City. Le calendrier initial prévoyait que cette ville soit construite avant que le chantier du barrage ne commence. Mais le président Hoover, impatient, imposa que la construction du barrage débute avant. Boulder City, en référence au nom officiel du barrage à cette époque, nouveau modèle de ville ouvrière artificielle, sort de terre avec du retard.